Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette 14e étape du Tour de France 2025. Mais avant de faire ce débrief, je vais faire une petite parenthèse, voilà, sur l'une de mes vidéos sur la 12e étape, le débrief de la 12e étape, il y a eu un commentaire d'une personne par rapport au dopage, notamment par rapport à évidemment Tadej Pogacar. On a pas un petit peu débattu, etc. Bon, voilà, juste avant de fermer cette parenthèse, je vais faire une vidéo spéciale par rapport au dopage pour exposer mon avis après la fin de ce Tour de France, après ces 3 semaines de Tour de France. Je pense qu'elle sortira une semaine ou 2 après, le temps de préparer la vidéo, voire peut-être un mois après, le temps de bien la faire, de bien en parler, d'exposer mon avis aussi, voilà. C'est un débat qui est très compliqué à mes yeux. J'en ai aussi un petit peu marre, voilà, qu'à chaque fois que je regarde du vélo, les premiers commentaires, c'est: «Le mec est dopé» et cetera. Voilà, maintenant on va passer à la vidéo parce que le dopage n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, c'est le Tour de France. Et on arrive donc avec Remco Evenepoel qui n'est pas du tout dans sa forme habituelle, Remco. Après, c'est pas non plus très surprenant, Remco Evenepoel qui a lâché dès le col du Tourmalet. Alors pourquoi est-ce que c'est pas très surprenant? Tout simplement, et bien pour une et simple bonne raison, c'est qu'il a commencé sa saison très, très tard et donc évidemment pour être en forme pour le Tour de France après ce qui lui est arrivé, compliqué. J'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il va pouvoir rebondir, hein, Remco dans les années qui viennent, d'ici la fin de saison. Mais malheureusement Remco Evenepoel, se sentait vide depuis 2-3 jours et ce col du Tourmalet, lui aura été fatal. Et oui, ce col du Tourmalet lui a été fatal puisqu'il doit abandonner, quitter les routes du Tour. Alors pour quelle raison? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que il abandonne juste parce qu'il avait pas les jambes? Alors s'il abandonne juste parce qu'il a pas les jambes, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Alors c'est vrai que c'est très démoralisant, pardon, surtout après ce qu'on a pu voir, sur le chrono où Jonas Vingegaard, lui passe devant quoi, il lui met 2 minutes donc, puisqu'il y avait 2 minutes entre les 2 au départ. Il lui a calé 2 minutes dans le chrono donc je pense que mentalement c'est très dur aussi. Maintenant, voilà, je suis un petit peu déçu quand même du fait qu'il quitte la course parce que je pensais que même s'il prenait 30 minutes aujourd'hui et qu'il décidait d'arrêter de jouer le général, il essaierait d'aller chercher des victoires d'étape, ce genre de truc. Malheureusement, c'était pas le cas du tout, hein, du côté de Remco Evenepoel, on ne vise pas du tout ça. Et bon, maintenant, est-ce que j'espère qu'il a abandonné pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il a abandonné en se disant: «Voilà, je suis pas en forme, il faut que je travaille à l'entraînement, il faut que je reprenne avec des courses peut-être moins longues que le Tour de France, que je me prépare correctement». Peut-être qu'il a aussi fait une préparation à la va-vite pour le Tour de France, hein, ça doit être ça aussi qui rentre en compte. Mais je pense que cette année 2025 pour Remco va continuer à être très dure, hein, malheureusement et je pense qu'il va falloir attendre 2026 pour voir un Remco, à nouveau très performant. On passe à un sujet quand même un peu plus joyeux. On parle évidemment de Lenny Martinez qui est parti dans cette échappée pour continuer sa conquête du maillot à pois. Et c'est vrai qu'il était passé derrière Tadej Pogacar, hein, au maillot à pois et alors il le portait tout simplement parce que Pogacar porte le maillot jaune. Mais voilà, Lenny Martinez qui vient prendre cette fois la tête de ce classement du maillot de meilleur grimpeur. On espère que ça va continuer évidemment pour Lenny. Franchement, j'espère qu'il va pouvoir le ramener jusqu'à Paris parce qu'il le mérite au vu de tous les efforts qu'il fait. Ça va évidemment beaucoup dépendre de ses jambes, parce que si, les jambes sont là jusqu'à la fin, du tour, tout ira bien. Mais si, comme depuis le début de ce tour, il y a un jour où il est pas bien, un jour où il est bien, ça va être plus compliqué, surtout si Pogacar, a l'intention de gagner un maximum d'étapes. Mais ça évidemment, on le verra, plus tard. Et on passe quand même à Thymen Arensman. Alors pour rappeler un petit peu le contexte, une grosse échappée est sortie, il y a 5 coureurs qui ont réussi à sortir, dont Lenny Martinez, pardon, Thymen Arensman, il y avait aussi Carlos Rodriguez, 5 ou 6 coureurs d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, Thymen Arensman qui réussit à partir tout seul dans l'avant-dernier col et à basculer dans la descente en solitaire. Il a plus d'1 minute 30 d'avance sur le groupe derrière et il arrive donc au pied de cette dernière montée avec une sacrée avance. Sur le peloton aussi, avec plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Et bon, moi, à ce moment-là, je me dis: «Bon, voilà, si Pogacar veut gagner l'étape, il va aller la chercher, il va mettre à rouler, puis il va y aller». Sauf qu'il s'est pas du tout passé ça, hein, Thymen Arensman a su résister et Pogacar, n'a pas réellement mis à rouler et n'a pas non plus accéléré énormément le rythme. Mais avant tout ça, avant qu'il y ait une accélération du rythme, nette et sans bavure, de la part d'un certain Danois, attaque de Félix Gall. Voilà, je trouve que c'est intéressant de voir Félix Gall attaquer. Je trouve même que c'est dommage que les autres ne tentent pas d'y aller, franchement. Voilà, Félix a tenté d'y aller et ça a payé, hein, il faut le dire, ça a payé ce qu'il a fait, Félix Gall. Il finit avec Florian Lipovitz, donc franchement très belle étape de la part de l'Autrichien. C'est le seul qui attaque, c'est un petit peu ça le problème aussi, voilà.
On sait qu'on pourrait profiter peut-être d'un marquage au niveau de Vingegaard et de Tadej Pogacar, hein, entre Filigal, Lipovic, et cetera. Il faut tenter d'attaquer et partir de loin, tout simplement. C'est la meilleure des stratégies. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce que les 2 sont tellement au-dessus du lot que pour aller les chercher, ça va être compliqué. Mais au moins se livrer une bataille entre eux. Quand on voit Félix Gall ce qu'il réussit à faire, bah, franchement, ça valait le coup d'attaquer finalement puisqu'il finit avec, le 3e actuel du classement général. Il fait 4e des coureurs qui jouent le général, donc c'est quand même pas mal aussi. Donc non, je trouve que c'est dommage qu'il y ait pas plus d'attaques que ça. Voilà, Félix a tenté, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres coureurs qui tentent, hein. Alors il faut avoir les jambes évidemment, ça c'est toute autre chose. Mais ouais, tenter d'accélérer au moment où le peloton ralentit un petit peu, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter des trucs comme ça et puis même partir de loin, hein, prendre des échappées au vu des écarts actuels avec le 10e, 9e, 8e du général. On pourrait presque tenter de prendre des échappées du côté de certains coureurs comme, Félix Gall. Alors on a vu, hein, des coureurs, actuels, du top 10 au classement général prendre des échappées. On a vu notamment Tobias, Johannessen qui a pris l'échappée. Bon évidemment, c'est compliqué aussi parce que, bah, le peloton ne laisse pas non plus une marge, énorme et bon, Johannessen aujourd'hui n'avait pas les jambes pour aller chercher Thymen Arensman visiblement, ni pour continuer à être avec lui. Mais bon, ouais, voilà, c'est vrai qu'il faut aussi avoir les jambes, donc c'est compliqué. Mais quand tu les jambes, je pense qu'il faut y aller, il faut tenter, hein. De toute façon, ils n'ont absolument rien à perdre, hein. Que tu fasses 8e ou 7e, il y a pas de grande différence, hein, ou même 6e, il y a pas de grande différence. Et on passe enfin à la bataille entre les 2, Vingegaard et Pogacar. Enfin, une vraie bataille. Alors une vraie bataille, je ne sais pas exactement non plus parce que voilà, j'ai pas l'impression que Tadej Pogacar se soit livré à 100%. Mais voilà, une attaque de Jonas Vingegaard qui a décidé d'accélérer. Première fois qu'on voit réellement Vingegaard essayer d'attaquer Pogacar pour de vrai. Parce qu'il avait attaqué Pogacar sur un sommet, c'était sûrement pour le tester uniquement, pas pour distancer. Sur l'étape où il tombe, Tadej Pogacar d'ailleurs. Mais non, franchement, enfin une attaque de Vingegaard capable de répondre à Tadej Pogacar. Il a anticipé peut-être une attaque de Pogacar aussi. Et puis surtout, bah, Pogacar n'a pas réellement accéléré le rythme aujourd'hui. Pogacar était en gestion, j'ai l'impression. Voilà, il ne veut peut-être pas non plus s'épuiser d'ici la fin du tour, surtout s'il veut enchaîner avec le Tour d'Espagne derrière, pardon. Mais on a vu un Pogacar vraiment, j'ai l'impression, en gestion. Alors il a essayé de contrer Vingegaard à un moment, alors est-ce que c'était un vrai compte ou pas? Il était en train de revenir sur Félix Gall. Honnêtement, je sais pas. Vingegaard a réussi à suivre Pogacar. Maintenant, je sais pas si Pogacar a tout mis. On le verra ça dans les prochaines étapes, notamment au Mont Ventoux. On verra bien si Pogacar avait vraiment tout mis ou pas. Si Pogacar met tout dans le Ventoux, on verra si Vingegaard est capable de suivre. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, hein, le classement général est probablement plié. Pogacar surdomine ce Tour de France. Je vois pas comment Vingegaard peut renverser la tendance à l'heure actuelle. Je pense que bah, malheureusement Vingegaard a perdu beaucoup en niveau depuis 2022 et 2023 à cause de cette chute en 2024. Voilà, faut être honnête. Je pense qu'on a tous remarqué un truc, enfin peut-être pas tous, mais j'avais remarqué un truc quand même pas mal du côté de Jonas Vingegaard depuis qu'il est revenu sur le vélo depuis 2024. Il se met beaucoup plus en osseuse qu'avant, que ce soit pour suivre le rythme, que ce soit pour attaquer. Il est beaucoup plus en osseuse que dans les années d'avant, où on le voyait beaucoup en train d'attaquer sur la selle, en train de suivre le tempo tranquillement sans se mettre en osseuse. Je pense que sa chute a fait que bah, son corps ne réagit plus de la même manière, notamment son dos. Est-ce qu'il a des douleurs au niveau du dos? Est-ce qu'il a plus besoin de se remettre en position, de redétendre certains muscles à cause de cette chute? Je sais pas, je sais pas. Je suis pas dans la tête de Jonas, hein, je suis pas à la place de Jonas Vingegaard, donc ce ne sont que des théories, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, je sais pas du tout. Est-ce que ça peut être dû à ça? On le saura peut-être dans les années qui viennent, mais ouais, bon bah, je pense qu'on va pas se le cacher, hein. De toute façon, on le sait déjà depuis un petit moment, mais le tour est plié. Hormis chute, avec abandon. Mais je dis bien avec abandon parce que même une chute, je pense, ne suffirait pas à mettre Pogacar hors course pour la première place du classement général. Mais bon, on le sait, hein, Visma va tout tenter jusqu'à la fin de ce Tour de France, même si bon, ça paraît quand même peu probable de faire craquer Pogacar. Certes, on l'a vu craquer dans les années d'avant, mais bon, avec l'avance qu'il a actuellement, je vois pas tellement comment Vingegaard va pouvoir aller le chercher. Et on va quand même passer au vainqueur de cette étape. Thymen Arensman a su résister au retour des gros leaders. Alors, j'ai vu pas mal de commentaires dire voilà, bah, Pogacar, s'il avait voulu, il aurait clairement pu aller le chercher. Peut-être que oui, c'est vrai. Après, je sais pas, on sait pas comment dans quel état était Pogacar. Comme je l'ai dit, voilà, moi je suppose qu'il a géré et qu'il a pas voulu tout mettre. C'est qu'une supposition. Je sais pas comment était Pogacar. Il a pas décidé d'attaquer. C'est Vingegaard qui a attaqué en premier. Il a décidé de le contrer. Il a aussi un contre. Est-ce qu'il était à 100% ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Arensman a gagné l'étape. Voilà, c'est un fait. Thymen Arensman a gagné cette étape et ça fait du bien aussi pour cette équipe Ineos Grenadier, hein. C'était compliqué quand même cette année depuis le début de ce Tour de France. Voilà, au classement général, on avait vu un Carlos Rodriguez en difficulté, on voyait pas de victoire d'étape. Là, on voit une équipe Ineos Grenadier. Voilà,
prendre du plaisir aussi, je pense, et puis se reprendre confiance après une victoire d'étape comme celle-ci. Il faut ça permet de reprendre confiance. Et en plus, il y a une petite surprise de classement général là, Carlos Rodriguez rentre dans le top 10. Donc pour le top 10, c'est plus que jouable pour Ineos. Top 5, ça va être compliqué, mais le top 10 est jouable. On passe maintenant au maillot distinctif et au maillot jaune. Sans surprise, pas de changement, Tadej Pogačar conserve sa tunique jaune qu'il devrait a priori sans incident conserver jusqu'à Paris. Mais voilà, en tout cas, le Slovène domine clairement la course et sans aucun débat. Au maillot vert, là aussi pas de changement pour l'instant, comme la vidéo d'hier. Je le dis, mais pas de changement pour l'instant parce que Jonathan Milan est toujours en vert, mais pour combien de temps? Parce que si Tadej Pogačar vient gagner une étape, attention, Milan pourrait le perdre. Enfin, une ou deux étapes plutôt, je pense. Mais Milan pourrait le perdre. Donc ça va pas être facile, surtout qu'il n'y a pas énormément d'opportunités pour les sprinters, même si Jonathan Milan a quand même marqué 20 points sur un sprint intermédiaire aujourd'hui. Au maillot à poids, je le disais tout à l'heure, mais Lenny Martinez reprend sa tunique à poids. Le maillot de meilleur grimpeur revient donc sur les épaules du Français, qu'on espère voir conserver jusqu'à Paris. Ça va être compliqué parce qu'en face, il y a un ogre, Tadej Pogačar, qui, s'il le veut, ira chercher ce même meilleur grimpeur. S'il n'y prête pas plus attention que ça, devrait le laisser ça devrait rester sur les épaules de Lenny Martinez. Il va falloir voir comment ça se passe dans les jours qui viennent, évidemment. Voilà, la plus grosse étape qui va arriver, ça va clairement être le Ventoux. Voilà, l'étape de dimanche, c'est une étape vallonnée un petit peu, qui pour moi correspond bien à Mathieu Van Der Poel. Mais non, je vois pas trop où est-ce que les Pogačar pourra récupérer des gros points de la montagne d'ici où le Ventoux. Le problème du Ventoux, c'est qu'il n'y a pas de points avant, donc soit c'est une échappée qui va aller au bout, et je l'espère. Et j'espère que ce sera Lenny Martinez qui ira gagner cette étape. Mais ouais, non, sinon, si c'est une victoire de Tadej Pogačar au sommet du Mont Ventoux, je vois pas trop comment Lenny Martinez va pouvoir conserver cette tunique les jours d'après. Au maillot blanc, le changement, il est là puisque Remco Evenepoel a quitté la course. C'est Florian Lipovic qui prend le maillot blanc. Florian Lipovic qui montre de très très bonnes choses depuis le début de ce Tour de France. On est en milieu de deuxième semaine, même fin de deuxième semaine. Et Lipovic montre de très très grosses choses, de très bonnes choses. Il est pour moi le leader incontestable de cette équipe Red Bull Bora. Roglic va pour moi avoir un rôle similaire à 2022 lorsqu'il était aux côtés de Jonas Vingegaard. Alors pas pour la même position, mais soit pour conserver cette troisième place, soit pour pourquoi pas essayer d'aller battre Jonas Vingegaard, même si bon, on va pas se mentir, Vingegaard est pour moi au-dessus. Visiblement, il a vraiment eu un jour sans sur l'étape d'avant. Alors peut-être ou pas, je sais pas réellement, parce que Lipovic finalement finit encore une fois aujourd'hui qui a 13-14 secondes de Pogačar et Vingegaard, donc un écart pas non plus si conséquent que ça. C'est là où je me dis aussi que Pogačar s'est peut-être aussi voilà, préservé pour la suite et a décidé d'en garder. Là où Vingegaard lui avait l'air d'être à fond, donc je sais pas exactement où ça en est pour Lipovic par rapport à Vingegaard. Je pense que Lipovic doit encore prendre en confiance et en niveau pour pouvoir aller chercher Vingegaard. Je pense que la troisième place sur ce Tour de France ne devait pas poser problème. Mais pour l'avenir, pour 2026, attention, s'il monte en niveau, Lipovic, il peut pourquoi pas aller titiller Jonas Vingegaard dans le futur. On verra bien évidemment, il faut voir comment sa progression va évoluer. Et puis attention, hein, si Remco Evenepoel revient en forme l'année prochaine sur le Tour de France, il pourrait y avoir une belle bataille pour la troisième place. Le classement général, il est là. Tadej Pogačar est donc toujours en tête devant Jonas Vingegaard avec 4 minutes 13 d'avance. Florian Lipovic, lui, est à 7 minutes 53. Vous voyez des écarts quand même déjà assez énormes entre les différents coureurs. Hein. Regardez, le 10e a plus de 22 minutes, 23 minutes même, on peut le dire. À noter aussi la remontée de Ben Hill dans le top 10 avec une 9e place. Johannessen, lui, est 8e à 12,33. Félix Gall, lui, remonte à la 7e place à 12 minutes. Primoz Roglic, lui, est pas très loin, malheureusement. Kevin Vauclin, qui, lui, par contre, fait une forte impression. 5e au classement général. C'est quand même très beau. On va arriver à la fin de cette deuxième semaine. Il sera 5e du général. La vraie question, c'est pour combien de temps? Je pense que maintenant, on peut le dire, hein, mais je pense que le top 10 est quasiment acquis, sauf si vraiment il explose en troisième semaine. Je l'espère pas. C'est possible hein, qu'il explose en troisième semaine. C'est pas impossible, franchement, vu des étapes de montagne qui vont arriver. Kevin va devoir être très très fort. Mais je pense qu'il est capable de maintenant d'aller chercher le top 10. C'est au vu des écarts. Je ne serais pas surpris. Alors attention, parce que je pense que quelqu'un comme Carlos Rodriguez va décider de reprendre des échappées dans les jours qui viennent, pardon. Mais ouais, un Kenneth Vauclin qui est quand même déjà 10 minutes. C'est vrai que les écarts sont vraiment abyssales hein, entre les différents coureurs. C'est un petit peu la première année où on voit des écarts aussi énormes. Hein. Franchement, j'ai pas souvenir que l'an dernier ou même en 2023, les écarts aient été aussi énormes en fin de deuxième semaine. Mais ouais, c'est des écarts qui sont quand même assez ahurissants, notamment avec 23 minutes de retard pour Carlos Rodriguez.
C'est quand même sacrément énorme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le petit prono pour demain, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'il va s'imposer sur cette étape et c'est arrivé à Carcassonne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas aussi à commenter pour débattre avec moi sur différents sujets du cyclisme. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde. C'était Cycling Dream.